On va démarrer, il est l'heure, et on va essayer de ne pas prendre trop de retard sur notre journée dense et riche. Et en tout cas, en remerciant toutes celles et ceux qui sont déjà là. Et puis, évidemment, d'autres nous rejoindront dans la journée, sans nul doute. Je vois le député François Jernigon qui arrive. Donc, prenez le temps, les quelques secondes pour vous installer. Et puis, j'aurai le plaisir d'ouvrir ce colloque politique vieillesse. Encore une fois, en vous remerciant de votre présence. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre 16e colloque national politique vieillesse. C'est devenu un incontournable dans la vie de la FNADEPA et dans la vôtre aussi, à voir votre fidélité et votre participation importante et en visio derrière vos ordinateurs. Je vous en remercie chaleureusement. Avant d'aborder l'actualité des politiques vieillesse, et bien que janvier soit déjà bien entamé, je vous souhaite une belle et chaleureuse année 2024. J'espère que vous l'avez commencé dans une forme olympique, car nous savons, cette année s'annonce sportive, et pas seulement en raison de la tenue des Jeux Olympiques en été. J'y reviendrai dans quelques instants. Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, l'enjeu de votre portefeuille est immense. Pour la partie qui nous concerne, à la FNADEPA, celle des solidarités, il s'agit rien de moins que de préparer notre nation à l'une de ses plus grands défis, celui du vieillissement de sa population. Une évolution qui est inexorable, on le sait, qui n'est d'ailleurs pas que française, puisqu'elle concerne le monde entier. D'ici à 2030, une personne sur 6 dans le monde aura plus de 60 ans, au lieu de 1 sur 11 aujourd'hui. Et 2030, c'est demain. Or, si vieillir est une chance et une opportunité, encore faut-il bien vieillir. Un double défi qui impose une réponse à la hauteur des enjeux. Je parlais de sport à l'instant. Alors, pour filer la métaphore, je dirais que cette année risque de s'apparenter encore à une course d'obstacles pour les acteurs de notre secteur, voire même à un marathon. Je m'appuierai sur quelques chiffres. Vous les connaissez, ils sont alarmants. La dernière enquête de la FNADEPA, en octobre dernier, révélait en effet que, faute de personnel en nombre suffisant, 18% des établissements gèlent leurs entrées et 68% des services à domicile ne peuvent pas, pour la même raison, honorer intégralement les plans d'aide des bénéficiaires de l'APA. À cette tension RH s'est ajoutée une pression financière qui pourrait bien mettre KO certaines structures. 93% des directeurs prévoyaient ainsi un déficit fin 2023. Déficit qui ne pourrait pas être couvert pour 53% d'entre eux, faute de réserves de compensation suffisantes. Les raisons de ces difficultés sont connues. L'inflation, l'impact des coûts énergétiques, le sous-financement avéré des mesures salariales. Je ne m'étendrai pas plus sur cet état de fait. Je préfère saluer ici les directeurs et leurs équipes qui, sans le savoir, sont de vrais athlètes, des grands athlètes. Depuis des années, ils font preuve, vous faites preuve, d'une endurance, d'un souffle et d'un mental à toute épreuve. Pour toujours améliorer la qualité de vie des personnes que nous accompagnons. Mais les grands champions aussi ont des limites. Et ces limites se rapprochent de plus en plus pour beaucoup d'entre nous. Savez-vous que 50% des directeurs envisagent de quitter le métier dans les semaines, dans les mois qui viennent? Épuisement, burn-out, quête de sens. Nous avons tous des collègues qui ont changé de métier et d'autres qui envisagent sérieusement l'opportunité. Malgré la passion, l'engagement, depuis plusieurs années et parfois depuis de nombreuses années au service de nos aînés. Maintenant, ça suffit. Il faut inverser cette tendance et apporter une juste reconnaissance à nos professionnels et aux personnes âgées de ce pays. C'est d'ailleurs ce que les 20 000 participants, et vous étiez de ceux-là, les 20 000 participants à notre mobilisation nationale ont réclamé le 4 octobre dernier. Les vieux méritent mieux. Pour la 2e année consécutive, ce cri a été poussé par des professionnels du grand âge, bien sûr, mais pas seulement. Des personnes âgées, des familles, des enfants, des petits-enfants, des proches aidants ou simplement aimants, des bénévoles et même des élus, maires et présidents d'associations,
ont tenu à se mobiliser à nos côtés. Je sais en outre que plusieurs centaines ont écrit dans la foulée de notre mobilisation pour relayer ce message à Madame la ministre des Solidarités et des Familles de l'époque. Merci, merci à tous pour votre engagement et pour votre participation active et forte. Mes chers amis, je vais abandonner toute modestie un quart de seconde. Promis, un quart. Je suis convaincu que nos mobilisations nationales, comme toutes les actions de notre fédération et de son réseau depuis des années auprès du gouvernement, des parlementaires et des décideurs locaux, contribuent à faire bouger les lignes. Et même si elles ne bougent pas assez vite, elles bougent. Vous pouvez compter sur la FNADEPA, vous pouvez compter sur chacun d'entre nous pour donner à nos aînés plus de vie à leur jour. Parce que la FNADEPA, c'est vous tous et c'est chacun d'entre vous. Vous le savez, nous ne courons pas après les podiums et les médailles d'or. Nous sommes de la team collectif à œuvrer pour nos concitoyens, nos parents, nos grands-parents, nous demain. Les trophées que nous convoitons sont les sourires de nos aînés et de nos équipes, des recrutements pléthoriques, des professionnels plus nombreux, qualifiés et formés, des familles apaisées et confiantes, des budgets stabilisés et une offre d'accompagnement plurielle adaptée aux territoires et à leur population. J'entends déjà certains se dire que ce sont des vœux pieux. Non, c'est une utopie atteignable à la condition d'un engagement fort et ambitieux de l'État. Les ministres qui se sont succédés depuis ces dernières années, 6 en 6 ans, ont souvent insisté sur la nécessité de repenser globalement le modèle de nos établissements et services. Nous partageons pleinement cette vision, à laquelle nous mêlons une conviction profonde. La transformation de l'offre ne peut et ne doit pas se réaliser sans être guidée et conduite par la puissance publique. Ne laissons pas le marché réguler de lui-même notre secteur, ni la logique économique prévaloir au détriment des besoins de nos concitoyens. Il en va de la qualité et de la pluralité de notre offre d'accompagnement. Il en va même de sa survie. À ce titre, nous exhortons l'État à avoir une ambition forte, concrète et immédiate sur 4 axes. Le premier, crucial pour que nous ayons suffisamment de bras, de cerveau et de cœur pour accompagner nos vieux, est celui du renforcement de l'attractivité des métiers du grand âge. Des premiers pas ont été réalisés. Je pense bien sûr aux revalorisations et aux 50 000 créations de postes prévues d'ici 2030. Nous notons d'ailleurs un léger infléchissement sur le terrain, mais encore largement insuffisant pour répondre à nos ambitions. Les besoins sont pléthoriques et la réponse de l'État trop timide, comme en témoignent les 6 000 postes seulement, prévus en 2024, alors qu'il en faudrait 20 000 et 100 000 sur 5 ans. Alors que nos établissements et services reposent tant sur l'engagement de leur personnel, arrêtons les demi-mesures. Il est essentiel de lancer un plan de recrutement massif de soignants, de personnel dédié à la qualité de vie et au lien social, animateurs, enseignants en activité physique adaptée, psychologues, ergothérapeutes, ou de cadres intermédiaires, en particulier pour les services à domicile. La liste est longue, mais indispensable pour améliorer la qualité d'accompagnement des uns et les conditions de travail des autres. Deuxième axe, mêlant urgence vitale et conditions sine qua non à la réussite de la future loi de programmation pluriannuelle, le financement. Le nerf de la guerre, selon l'expression consacrée, qui joue sur le nôtre. À très court terme d'abord, car si 2022 était une année compliquée, 2023 a été pire. Les déficits budgétaires se sont encore creusés face à l'inflation, l'alimentation, l'énergie, face aux revalorisations salariales sous-compensées et aux nouvelles exigences imposées aux établissements par la loi Egalim. 3 chiffres pour en illustrer l'ampleur. Côté inflation, certaines structures ont vu leurs factures énergétiques augmenter de 400%. Côté revalorisation, en septembre, 40% des services à domicile n'avaient pas reçu l'intégralité des financements au titre de l'avenant 43 de la branche de l'aide à domicile. Quant aux EHPAD, 63% n'avaient toujours pas perçu tous les financements du Ségur. Mes chers collègues,
Combien d'établissements et de services sont-ils sur le fil du rasoir? Combien ont survécu uniquement grâce à des crédits non reconductibles des agences régionales de santé, au fonds d'urgence des 100 millions débloqués en juillet dernier, ou à des financements exceptionnels de certains conseils départementaux? Une BOE est certes bienvenue, mais une volumétrie insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins. Nous attendons également des corrections pour lever l'hétérogénéité et le manque de transparence dans l'attribution de ces financements que nous avons constatés sur l'ensemble des territoires. Nous agirons aussi avec conviction pour que les résidences autonomie soient enfin intégrées à ces dispositifs. La situation est critique, chacun le sait, à tel point que nous avons vu naître, l'été dernier, un mouvement inédit en Bretagne. Des maires, érigés en collectif, ont suspendu le règlement des factures énergétiques pour préserver leurs EHPAD et réclamer, eux aussi, une ambition publique du grand âge, assumée par l'État. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'entendre, en fin de matinée, lors de table ronde, Xavier Compin, qui est maire de Plouat, dans les Côtes-d'Armor, et qui représente ce collectif dont la voix porte. Et nous sommes heureux de cette présence et de ce témoignage. C'est pourquoi nous appelons tous les édiles de France à se joindre à ce collectif, qui s'inscrit bien au-delà de la simple question budgétaire. Il s'agit là de défendre un modèle social, solidaire et juste, en préservant la diversité des opérateurs, point sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. En attendant, chacun ici, nous refusons de rogner sur la qualité de vie de nos aînés par des économies de bout de chandelle et de voir péricliter nos structures faute de financement. Et bien sûr, si nous pouvons nous féliciter du maintien du bouclier tarifaire pour 2024, il est impératif, à court terme, de renforcer encore le plan d'urgence, et ceci à hauteur de 400 millions d'euros. Mais il faut surtout en finir avec le saupoudrage et la logique de perfusion qui, aujourd'hui, sont en voie dans ce secteur-là. Il faut refonder la tarification des établissements et des services et indexer les tarifs et les budgets des ESMS sur l'inflation. Ces deux mesures majeures, nous les portons de longue date et ces deux mesures majeures devront être inscrites dans la future loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge. Mesdames et messieurs, l'année dernière, je déplorais l'absence d'un tel projet, d'un projet de loi grand âge. Vous vous en souvenez? Celui-ci semblerait enfin se profiler. Nous pouvons nous réjouir des jalons posés depuis cet automne sous la double impulsion parlementaire et gouvernementale. En effet, la proposition de loi Bien vieillir, plutôt timide lors de sa première mouture, a été fortement enrichie lors de son passage à l'Assemblée nationale. La ténacité des députés a permis d'intégrer des mesures notables, au premier rang desquelles le vote de cette fameuse loi de programmation pluriannuelle tous les 5 ans, dédiée au grand âge. Mais, comme vous tous, je demeure prudent tant que ce texte n'a pas été présenté et voté à l'Assemblée nationale. Et ce, même si je salue ici la confirmation récente par le Premier ministre de l'engagement du gouvernement à faire cette loi. Les semaines et les mois à venir vont être fondamentaux. Dans l'immédiat, j'en appelle aux sénateurs qui examinent depuis la semaine dernière la PPL Bien vieillir. Mesdames et messieurs les sénateurs, enrichissez ce texte, ne l'amputez pas, ne le réduisez pas. Enrichissez-le sur la base évidemment des propositions que nous faisons, mais aussi sur la base de l'ensemble de ce que dit aujourd'hui la société sur le sujet. Nous continuerons évidemment, Madame et Monsieur le député, à continuer à vous proposer, là encore, des amendements qui iront dans le sens d'un enrichissement fort de ce texte pour aller vers une vraie réforme du grand âge. J'en appelle aussi au nouveau gouvernement, et plus particulièrement à celle ou à celui qui sera en responsabilité. Vous devrez, Madame, Monsieur, non seulement élaborer la loi de programmation pluriannuelle, mais aussi la sortir de financement à la hauteur, estimée à 10 milliards d'euros. Pour y parvenir, des arbitrages devront être rendus, gagnés, et des choix forts seront à effectuer. À la fin des pas, vous le savez, nous sommes attachés à une solution protéiforme,
reposant d'abord sur la solidarité nationale et donc sur un fort socle de protection sociale. À Bercy de trancher. Et ce, maintenant, pas dans 2, 5 ou 10 ans. Il sera alors trop tard. Sans financement, la loi Grand Âge ne sera plus qu'un énième pétard mouillé et nombre d'établissements et services ne survivront pas à un tel mépris. Garant du contrat social, l'État se doit d'assurer aussi la pluralité, l'égalité et l'accessibilité de l'offre pour ses concitoyens âgés, quel que soit leur choix et leur lieu de vie. C'est le troisième axe sur lequel nous attendons l'engagement fort de la puissance publique. Je parlais tout à l'heure du combat des maires bretons. En soutenant les établissements de leur commune, ils se battent aussi pour préserver les petites structures rurales et les mono-établissements, qui contribuent tout autant que les autres à la qualité de l'accompagnement de nos aînés. L'offre se transforme, nous en sommes des acteurs du quotidien. Mais cette transformation ne doit pas se faire à n'importe quel prix. La qualité d'accompagnement, la proximité territoriale, la taille humaine, la réponse adaptée aux besoins, voilà ce à quoi nous croyons. Dans ce combat-là, les départements ont aussi un rôle à jouer. Il est essentiel. D'abord, en votant des taux directeurs proches de l'inflation, afin d'assurer la survie économique des établissements et services pour personnes âgées. Mais aussi en menant des politiques équitables et innovantes à l'égard de tous les acteurs de leur territoire, sans préjugés ni dogmes, sans autre boussole que la bonne réponse aux besoins des populations. Par ces propos, je n'écarte évidemment pas les vertus des collaborations, voire même des rapprochements entre structures. Nombre d'entre vous sont d'ailleurs déjà engagés dans des coopérations efficientes. Les économistes pensent que big is beautiful. Si l'effet de taille produit aussi des cercles vertueux, des exemples de regroupements massifs, tous statuts confondus, nous conduisent à être extrêmement vigilants. L'uniformité n'est pas la clé, l'uniformité appauvrit. Il faut apporter une palette de solutions respectant le choix des personnes. La pluralité, c'est la force de notre secteur. C'est ce message-là que nous devons porter partout sur les territoires, auprès de celles et ceux qui ont en charge la construction des politiques publiques. À la FNADEPA, si nous militons pour développer toutes les formes d'habitat alternatif, nous souhaitons porter un regard tout particulier sur les résidences autonomie qui sont des maillons essentiels dans le paysage médico-social. C'est le dernier axe de mon propos. Malgré leurs atouts, ces dernières se réduisent d'année en année, méconnues des pouvoirs publics et des personnes âgées elles-mêmes. Alors, pour les faire sortir de l'ombre et lever leur fragilité, nos adhérents ont construit 16 mesures concrètes réunies dans un plaidoyer pour les résidences autonomie. Nous les portons avec vigueur à chacune de nos rendez-vous, à chacune de nos rencontres, notamment auprès des parlementaires, par des questions écrites au gouvernement, des amendements au PLFSS 2024 et à la loi Bien vieillir. Nous sommes à la manœuvre, réclamant notamment la réouverture du forfait soins, l'élargissement du périmètre et du montant consacré au forfait autonomie, un plan d'aide à l'investissement massif. La CNSA elle-même a chiffré ce besoin à 1 milliard d'euros uniquement pour les RA, ou encore le financement de nouvelles places. Ici encore, nous notons quelques frémissements positifs, signe que nos appels sont entendus. Nous serons tout particulièrement attentifs à la concrétisation des 6 000 nouvelles places programmées par la CNSA dans le cadre de l'initiative pour le développement des résidences autonomie. Vous le voyez, l'impulsion est donnée. Les solutions sont connues. À l'État et au département d'agir maintenant. Mes chers amis, seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin, dit le proverbe. Adapter notre pays au vieillissement de sa population est un long chemin où il est nécessaire d'avoir la force, c'est-à-dire les moyens humains, l'énergie, les financements, mais aussi un plan de route et un pilotage déterminé. Millefeuille administratif et organisationnel, sources disparates de financement, iniquité territoriale. Notre secteur est gangréné par une complexité structurelle. Clarifier la gouvernance et simplifier les dispositifs est donc impératif
et devra être le fil rouge de la loi de programmation pluriannuelle. Parmi ces mesures, nous souhaitons notamment que soit généralisée la fusion des sections soins et dépendance, des EHPAD, sur l'ensemble du territoire national. Prévue dans la PPL, bien vieillir, cette mesure sera pour l'instant seulement expérimentée dans quelques départements qui d'ailleurs ne se bousculent pas au portillon, au risque de créer une situation encore plus complexe qu'avant. Ça, nous ne le voulons pas. Ça, c'est la négation même de la simplification et d'une gouvernance revue et organisée. Autre avancée dont la concrétisation est proche, celle-ci, le lancement du service public départemental de l'autonomie. D'abord dans 18 départements, préfigurateur cette année, avant d'être généralisé en 2025. Vous le savez. Une création portée par les conseils départementaux, mais pas que, qui devra être synonyme de simplification au service des usagers, bien sûr, notamment par la constitution de guichets uniques et d'aide technique. En intégrant ainsi l'ensemble des dispositifs d'un territoire, les SPDA devront apporter la cohérence, la transparence et la lisibilité que nous réclamons de longue date. Partout, nos adhérents seront des acteurs incontournables de ces instances départementales. Partout, vous aurez toute votre place dans ces lieux de décision et je sais que vous mettrez toute votre énergie pour représenter notre réseau et porter les valeurs qui nous unissent. Mes chers amis, nous en sommes tous convaincus, il faut en finir avec le yaka faucon. Depuis l'année dernière, des lignes semblent bouger. Et nous entendons poursuivre notre action pour qu'elle continue ainsi, car nous croyons que les enjeux sont plus importants que les remaniements ministériels. La force d'une République se mesure sans nul doute à la continuité de son action et au respect des engagements pris. Si la transformation profonde du modèle ne pourra s'effectuer sans que l'État, le Parlement et les départements se mobilisent, les directeurs et leurs équipes ont aussi leur place à prendre. Et vous le faites déjà. Malgré les difficultés, vous êtes déjà acteurs du changement. Les exemples sont nombreux et j'en découvre encore à chacune de nos rencontres. Je n'en citerai ici que 4. D'abord, et vous savez combien j'y suis profondément attaché, nos adhérents, vous êtes les parties prenantes de tous nos combats. Les positions politiques de la FNADEPA sont en effet toujours et seulement issues des retours du terrain, de vos propositions et de vos expérimentations. Sans votre vision, aussi bien des difficultés actuelles que des changements à opérer, nous n'aurions pas de solution aussi fine à proposer au pouvoir public. Chez nous, l'individu n'est rien, seul le collectif compte. Autre exemple, ensuite des changements en marche grâce au terrain. La mise en place de centres de ressources territoriaux et des services et des futurs services autonomie à domicile. Quelles que soient les forces et les faiblesses de ces modèles, les adhérents de la FNADEPA sont toujours moteurs et très souvent même précurseurs de ces points, sur ces points. À leur échelle, petit à petit, ils décloisonnent et offrent la possibilité aux personnes âgées de vieillir bien le plus longtemps possible. Ces dispositifs existent parce que les pouvoirs publics les ont voulus. Ils vivront parce que vous leur donnerez du sens et de la substance. Dans la même logique, il me vient en tête les colloques des FNADEPA départementales et régionales, nos 38 FNADEPA départementales et régionales, puisque nous avons une petite dernière en région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis vendredi dernier, organisent régulièrement des séminaires, des colloques, des after-work nocturnes en bon français. Leur pouvoir de rassembler, au-delà des directrices et des directeurs, les représentants des conseils départementaux, les agences régionales de santé, ou même, et ce fut le cas en Vendée voilà quelques semaines, des présidents des CCAS, témoignent de la capacité de notre réseau à articuler et à construire ensemble les politiques publiques de l'autonomie, pour qu'elles fassent cette fameuse ligne droite, ce fameux dernier kilomètre, pour atteindre les personnes âgées elles-mêmes. Dernier exemple, en parlant de politique publique, l'action permanente, engagée et inventive pour amener la culture au sein des établissements et services. Je pense à l'immense travail des animateurs et des directeurs pour organiser les sorties culturelles, bien sûr, mais aussi ouvrir ici la bibliothèque municipale dans un EHPAD.
Nouer là un partenariat avec une école du cirque pour initier les résidents au jonglage et autres jeux de la piste aux étoiles. Exposer des photos sur le vieillissement des personnes dans les espaces publics d'une ville. Accueillir un tournage d'un film. Réaliser un slam et concourir à la France a un incroyable talent. Monter des olympiades de résidents. Je pourrais en citer bien plus encore. Bravo, bravo à tous pour ces engagements. Car ce sont des actions qui sont certes trop souvent méconnues, mais très concrètes, qui concourent à l'inclusion culturelle, au sport, aux loisirs, à la citoyenneté. Tous ces pas de côté, vous les faites chaque jour. Ils engagent vos établissements et services, ils engagent celles et ceux qui y vivent et celles et ceux qui y travaillent. C'est une dimension tellement plus grande que votre cœur de métier. Au fond, c'est une dimension tellement citoyenne. Et c'est l'essence même des valeurs de notre République. Mesdames et messieurs, chers amis, lorsque j'ai commencé à tracer les grandes lignes de ce discours, nous avions encore une ministre des Solidarités et des Familles. L'intégration de ce ministère au sein du grand ministère du Travail, de la Santé et donc des Solidarités me laisse perplexe. Chance ou dilution? Sans doute trop tôt pour le dire, car depuis une quinzaine d'années, nous avons finalement connu tous les scénarios. Plus que des équipes gouvernementales et des périmètres ministériels, c'est bien une volonté politique et une prise de conscience qui guide les choix de nos dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La transition démographique constitue un enjeu sociétal majeur, nul n'en doute. Aucun d'entre nous, ici, ne se résignera à accepter que cette question ne soit pas absolument prioritaire et ne soit pas traitée de cette manière-là par les politiques et par l'État. Alors, ensemble, nous continuerons de dire, à notre manière, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, en respect pour notre démocratie et notre République, mais avec force, courage et humilité, des valeurs qui nous ressemblent tellement. Un grand homme, source d'inspiration inépuisable, a dit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Ce grand homme, c'était Nelson Mandela. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Valérie Lespès qui va nous accompagner ce matin.